Bonjour Dany, Bonjour Jean-Christophe. bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en Radio Asso, une émission qui met en avant le tissu associatif, qui met en avant les acteurs, les bénévoles, parce que bien souvent les porteurs associatifs ont besoin d'être mis en lumière, d'être aussi connectés, reliés entre eux, faire un peu raconter leurs histoires. On va passer un moment ensemble, Dany, tu vas te présenter, nous allons parler aussi de ce week-end Charcot-Loéac, de cette association qui reverse à la recherche des fonds pour la maladie de Charcot. Donc, on va parler un peu de ton parcours. Après, tu auras une minute de carte blanche. Tu nous pitcheras un coup de gueule, un coup de cœur, ce dont tu as envie. Et puis enfin, dans la dernière partie, on parlera un petit peu de l'édition des 28 et 29 juin de cette année-là qui va arriver. On en parlera un petit peu et puis nous expliquera un petit peu si tu seras présent, ce que tu feras. Ok, Ok, Dany? avec plaisir. Voilà. Alors, dans cette émission, il y a une tradition, ce sont les invités qui se présentent. Alors, je te laisse te présenter, vas-y. Ah ben, je m'appelle Danny Dan de Bex, hypnothérapeute. J'ai démarré l'hypnose en 1971, enfin un peu plus avant, d'ailleurs en 1968, puisque j'étais paralysé. J'ai eu un grave accident qui m'a valu d'être multifracturé. Et j'ai fait quelques années de fauteuil roulant, de béquilles, de lit d'hôpitaux. Et bien sûr, avec de nombreuses chirurgies, mais surtout l'auto-hypnose, parce que la chirurgie ne recolle pas les nerfs. J'ai réveillé des circuits nerveux qui m'ont fait que j'ai remarché sans fauteuil roulant. J'ai mis quelques années, bien entendu. Voilà. Alors, si bien que par la suite, sur mon fauteuil roulant, j'ai poursuivi mes études, j'ai fait de la psychologie, jusqu'au doctorat, j'ai fait de la PNL, de la morphopsychologie, de l'EMDR, tout ça, on en parlera si on a le temps. Bon, et je n'arrête pas. Je vais avoir 78 ans cette année et je continue à apprendre et j'arrêterai à la porte du cimetière à 93 ans. Voilà. C'est tout. C'est programmé déjà? Oui, voilà, c'est programmé en quelque sorte, puisque je n'ai pas le temps d'être fatigué, pas le temps d'être malade maintenant. Je me rattrape. Voilà. Donc, Tu peux nous expliquer ce que c'est que l'auto-hypnose pour ceux alors, qui... l'auto-hypnose, oh là là, c'est plein de choses. Il est difficile de répondre aisément à cette question, tant la diversité du champ d'action de cette discipline est vaste. Euh, Comme je l'ai exposé dans beaucoup de mes publications, il y a plusieurs types d'hypnose et de multiples manières de l'aborder. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit des choses à la télévision, c'est toujours de l'hypnose, et les gens disent mais non, c'est pas possible, c'est truqué. Non, non, mais il y a plein de méthodes. Un anesthésiste ne fera pas de l'hypnose de la même façon qu'un psychiatre ou un psychothérapeute ou un hypnoseur de spectacle. Pourtant, ce sont les mêmes techniques en gros. Alors donc, parmi toutes les approches que j'ai pu explorer moi au cours de ma carrière, l'auto-hypnose fait sans doute partie de celles qui ont le plus compté pour moi, puisque ça m'a permis de m'auto-soigner et donc de remarcher. Alors l'auto-hypnose, c'est un formidable outil d'abord de développement personnel, mais également un extraordinaire vecteur d'autonomisation qui offre au corps et à l'esprit une opportunité nouvelle et infinie de s'émanciper. L'auto-hypnose, c'est aussi ce qui accompagne des milliers de personnes pour développer, grâce à elles et par elles, de nouvelles compétences, optimise leur résilience ou encore dépasse leur propre processus limitant. L'auto-hypnose, c'est aussi ce qui permet également de mieux comprendre notre fonctionnement interne, de, d'être plus à l'écoute de son corps, de ses ressentis, d'être mieux connecté à ses ressources personnelles. C'est aussi ce qui permet, par exemple, seulement euh, en, en 2 jours de formation, parce que c'est vite appris l'auto-hypnose, hein, de vivre et de maîtriser une auto-analgésie. Alors l'auto-analgésie ou même l'auto-anesthésie. Je peux, à ton avis, combien de temps faut-il pour s'anesthésier? Oh, alors là... Eh bien, 5 j'ai minutes? une simple fraction de seconde. Ah oui, oula, oh ouais, quand même. Voilà, D'accord. c'est une fraction de seconde. Et alors, mais pour être compris par tout le monde, là, par exemple, j'ai juste pensé, mais ça s'apprend bien sûr, mais j'ai orienté chacun de mes sens sur des choses différentes. Par exemple, la pince que j'avais, elle est jaune. Donc, visuellement, je pense au jaune. Auditivement, je pense au bruit que tu as fait toi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, je suis connecté sur toi, sur le son que tu fais.
kinesthésiquement, je suis connecté sur la main qui serre en pensant que plus je serre fort ici, plus c'est insensible de l'autre côté. Ça s'appelle un paradoxe en hypnose. Hein. Et olfactivement, je pense à mon après-rasage du matin, qui est le même depuis 50 ans bientôt. Et puis, gustativement, je pense au goût des fraises. Et tout ça en même temps. Si bien que comme les 5 sens sont occupés en même temps et dans des directions différentes, il n'y a plus aucune place pour la douleur, les sensations. Il n'y a plus aucune place pour autre chose quand nos 5 sens sont occupés. Mais pour les gens qui nous écoutent, et c'est là, parce que c'est là que aussi on va parler de vaincre les douleurs, parce qu'il y a des gens qui souffrent, eh bien, il y a donc des techniques pour, pas forcément éliminer, mais atténuer dans des proportions absolument gigantesques les douleurs. Donc, Alors avant d'en parler, est-ce que tu peux nous expliquer, ton rapport avec l'association donc SLA alors, Charcot, mon comment est-ce que rapport avec tu l'as connue cette association? comment je l'ai connu, c'est tout simplement en janvier 2007, mon ami Christian Stiz est décédé, c'est un aéronaute qui a été célèbre, est décédé de la terrible maladie de Charcot. Voilà. Et après 7 années de combat, entouré d'une chaîne solide de solidarité constituée de membres de sa famille et de ses amis, eh bien, il est parti, bien sûr. Il est né en 1948, hein, quelques mois après moi, je suis de 1947. Il est castelbriantais d'origine, comme moi, donc de Châteaubriand. Et Christian était connu pour sa passion de la montgolfière et pour avoir été l'un des premiers pilotes français à réimplanter le ballon à air chaud en 1973. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure. Il a été instructeur professionnel, il a formé en 25 ans plus de 30 pilotes de montgolfière. Il a eu des championnats, quatrième du championnat d'Europe, il a été champion de France en 80, en 81. Bon, il a fait plein de compétitions où il a été coté. Et puis, son frère Jean-Marie, ainsi que ses proches amis, ont monté l'association afin de faire connaître sa pathologie et de réunir des fonds pour la recherche contre la maladie de Charcot. Voilà. Alors, c'est bien naturellement au départ que, avant que cette association, Christian est venu me trouver, puisqu'il savait que je m'étais guéri d'une paralysie. Il est venu me trouver en me disant, bon Dan, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Sur le moment, j'avais envie de lui dire rien, parce que je ne connaissais pas cette maladie. Bon, il savait que j'avais réussi à remarcher à l'aide de techniques d'hypnose que j'avais adaptées, alors que le corps médical m'avait condamné au fauteuil roulant. Alors certes, mon cas n'était pas du tout le même que le sien, puisque c'est un accident qui m'a valu d'être paralysé. Mais mon parcours et les techniques que j'avais conçues l'intéressaient pour son cas personnel. Alors c'est ainsi que Christian est en fait devenu l'un de mes plus fervents élèves en complément de ses traitements médicaux, parce que bien entendu la médecine est indispensable. Alors bien sûr, je ne pouvais pas lui promettre d'éradiquer sa maladie, ça va de soi. J'avais simplement les moyens de lui enseigner comment booster son organisme et son mental pour amoindrir son impact. Et puis alors, en étudiant cette maladie, eh bien, j'ai vu là aussi que c'était Ah, on te voit plus, attention, hein? Comment? on te voit plus. Ah pardon, parce Ah, que je sais ah pas oui, ce c'est qui s'est hein? En comp je trouvais troublant que ce soit justement Charcot, connu pour ses travaux en hypnose à la Salpêtrière, qui ait découvert la SLA. Alors ce fait m'incitait encore plus à penser que l'hypnose, elle pouvait être une clé. Avec Christian, j'ai pu ainsi mettre au point, adapter, développer des techniques qui lui ont permis d'améliorer sa qualité de vie et de repousser toujours plus loin son départ. Voilà, ça a été ça le point de départ de mon entrée dans cette association avec son frère. Voilà. et aujourd'hui, tu continues d'accompagner, des malades de Charcot? Disons qu'aujourd'hui, je travaille pour certains services de police, je donne des cours dans certaines écoles, dans certaines universités. Je donne des cours également à l'école de guerre. Bon, c'est dans des domaines un peu particuliers. Voilà. Et par contre, je fais des conférences un peu partout sur le sujet de la maladie, mais pas que la SLA. Je continue à faire connaître cette science parce que malheureusement, avec ce que certains voient en télévision, ils s'en font une mauvaise idée. Et puis en plus de ça, on voit sur Internet
à devenir hypnothérapeute en 8 ou 10 jours, quoi. Ça n'existe pas. Une formation, d'abord pour apprendre à s'hypnotiser, bon, c'est de 2 à 4 jours pour avoir quelques techniques d'auto-hypnose, mais pour apprendre à hypnotiser les autres, c'est carrément, disons, pour connaître les techniques qui correspondent à tout le monde, c'est carrément 15 à 20 jours de formation. Et en plus, espacé, parce qu'il faut s'entraîner entre chaque cours. Donc, je veux dire, c'est en gros 6 mois pour apprendre, ou 7 mois. Et puis après, pour devenir hypnothérapeute, et thérapeute, ça dit bien ce que ça veut dire, s'occuper de la santé de quelqu'un. C'est 1 an de plus de formation. Et on ne s'institue pas comme ça hypnothérapeute. Alors ça me permet de passer ce message parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, on voit sur Internet, il y a une formation à 1 000 €, tu deviens hypnothérapeute. J'étais femme de ménage jusqu'à aujourd'hui. Dans 1 mois, je suis hypnothérapeute. » Ben non, c'est pas vrai. Ce sont des arnaques. Et en ce moment, malheureusement, avec l'Internet, on en voit dans ce domaine et dans tous les autres aussi. On entend pas souvent parler d'hypnose et d'opérations chirurgicales. C'est quelque chose dont tu as Ah ben, j'ai été le premier. des apports à nous faire sur ça? Ah oui, ben, disons que moi, à l'époque de ma paralysie, en 1971, j'ai connu le docteur Debroise à Rennes. Et puis, ben justement, ça va me permettre de parler de la découverte. Et puis, j'ai eu 116 séances d'électrothérapie, 2 séances en piscine, etc., à Pontchaillou, à Rennes. Et puis, j'avais des électrodes. Au départ, ils mettaient du 16 milliampères. Puis moi, je voulais pousser parce que ça ne bougeait pas assez. J'ai mis du 20, du 25, du 30, et puis jusqu'à 60 milliampères. Et puis ça, si bien que je vais demander à ce que ce soit moi qui commande la décharge électrique en appuyant sur un bouton. Si bien que je pensais, je bouge ma jambe et en même temps, j'appuie sur le bouton. Et si bien que mes pieds faisaient un petit mouvement comme ça. Clac. Et vers la 110e séance, j'en avais 3 par semaine, vers la 110e séance, il y a le docteur Debroise qui me dit « Bon, bah écoute, Dan, tu te branches, hein, tu connais, tu sais où mettre les petites éponges, hein, c'est des petites pastilles qu'on se met un peu partout sur le corps. » Et puis, j'étais avec ma sœur. Et puis, je commence. Mon pied bouge. Ben, il ne bougeait pas trop, mais il bougeait quand même, mais bon, un petit peu moins que d'habitude. Je me dis, c'est peut-être le courant qui est moins fort. Et tout à coup, le docteur Debroise rentre dans la pièce et me dit « Mais Dan, tu te moques de moi ou quoi ?» Pourquoi? L'appareil n'est pas branché. Le fait que j'appuie sur le bouton, mon pied bougeait parce que je croyais avoir la décharge électrique Ah! dans la jambe. Et ça a été une découverte extraordinaire pour nous, qu'on a exploitée par la suite, parce qu'après on a étudié la musicothérapie, la sonothérapie, enfin on a monté tout un petit groupe à Rennes avec des infirmiers, infirmières, avec quelques médecins, avec des kinésithérapeutes. Puis on a fait plein de recherches sur le sujet, ça a commencé comme ça. Et mes premières conférences étaient avec le docteur Debroise, justement en 1971. Et on a monté la première formation pour enseigner l'auto-hypnose à des malades, et puis pour enseigner l'hypnose à des médecins. Mais ils n'étaient pas très chauds. Hein. À l'époque, très, très méfiants. Et puis, petit à petit, j'ai monté diverses formations en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, et puis un petit peu partout dans le monde. Et donc la chirurgie sous hypnose, c'est quelque chose que tu... Bien sûr, j'ai enseigné, j'ai plein de chirurgiens à qui je l'ai enseigné et qui pratiquent. OK. Et Alors, quelquefois, parce qu'il y a une dame de Liège qui a créé l'hypnosédation, c'est-à-dire qu'elle hypnotise les patients pour qu'ils supportent plus facilement l'anesthésie, mais on leur fait quand même de l'anesthésie, au moins 60 ou 70% du produit. Moi, j'en vois pas d'intérêt, parce que quand je me fais opérer, moi, c'est sans la moindre goutte d'anesthésion, que ce soit pour une dent ou pour, même quand on m'a refait ma prothèse de hanche et tout, j'ai pas besoin d'anesthésion. OK. La douleur, ça n'existe pas. La douleur n'est qu'un douleur psycho-socio-émotionnel. Et je vais te le dire à toi, mais tout le monde en même temps, ça vous est tous arrivé un jour de vous blesser, tout filer en voulant enfoncer un clou, de taper sur le doigt, et vous jurez tous les noms d'oiseaux en vous frottant le doigt. Puis quand vous êtes très pressé parce que vous avez plein de travail, vous vous remettez au travail et vous n'y pensez plus. Et 3 heures plus tard, vous allez vous laver les mains. Oh punaise, ça fait mal ce truc. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est tous arrivé. Ça nous est tous arrivé. En réalité, parce que nous avons occupé nos 5 sens sur autre chose que sur la douleur. Donc, si nous sommes capables de le faire par hasard, nous sommes encore plus facilement capables de le faire volontairement quand on apprend. Alors on peut aussi utiliser ça pour,
Ne plus avoir de pensées un peu limitantes, évidemment. les pensées qui Non, nous dévorent, quand on ah est bah, dans un attends, projet qui nous résiste un peu, par exemple? moi j'ai écrit un bouquin, mais pas tout seul, avec, un très grand sophrologue qui en ce moment est en Chine, qui s'appelle Alain Lancelot. Je peux le montrer? J'ai écrit un bouquin sur ça. Oh bah, vas-y, Comment, oui, montre-le. tu vois, alléger votre mental. Et c'est pour se débarrasser des parasites. Et les parasites physiques, psychiques, moraux, mentaux, intellectuels, affectifs, sexuels, sentimentaux, professionnels, sociaux, etc. On est capable, tous, de se débarrasser de tous les parasites. Et donc d'alléger notre mental pour pouvoir nous concentrer sur ce qui est utile et valorisant pour nous. Enrichissant, valorisant. Et un accouchement, par exemple, sous Ah hypnose, bah c'est alors possible? là, j'ai participé, je ne sais même plus combien d'accouchements justement, Ah OK. mais au début, j'étais présent et puis j'ai trouvé une technique à un moment donné avec Jean-Jacques Lafont, le chanteur qui chantait Les gens de papier. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose? Quand je la regarde, moi le velours au cœur d'acier. Bon, je Ah ne sais pas oui, oui, chanter. d'accord, oui, je l'ai, ça y Voilà, est. et en fait, lui, à la base, c'est un psychomotricien et qui a passé un doctorat de psychologie clinique et qui, en même temps, faisait de la musique et il a fait plusieurs tubes, y compris «Viens boire un petit coup à la maison», là, des chansons à boire, et nous avons beaucoup travaillé ensemble et on a trouvé des fréquences musicales, puisque je t'ai dit tout à l'heure, il faut occuper le cerveau visuellement, mais aussi auditivement. Et bien, on a des techniques pour occuper le cerveau auditivement à l'insu de leur plein gré, comme aurait dit la marionnette de Richard Virenque. Et si bien que, à notre insu, on a donc des sons qui rentrent et qui sont des fréquences antidouleurs. Parce qu'il y a des sons qui sont agressifs, il y a des sons qui sont calmants, il y a des sons les sons n'ont pas forcément qu'une influence comportementale. Si on te passe un slow, ça incite à l'affectif, à la sensualité, à l'érotisme. Mais si on te passe une musique hard rock, ça incite à l'agressivité. Si on se passe une musique militaire, plam, padadam, pam, 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 padadam, instinctivement, on marche au pas. Ça nous incite à l'obéissance et à la discipline. Eh bien, ça va beaucoup plus loin. La sonothérapie, elle agit directement sur nos cellules. Et si bien qu'on est capable de se détourner de problèmes encombrants pour aller vers des solutions. Alors, pas qu'avec la musique, mais avec des suggestions hypnotiques associées aux sonorités, etc. Et à des couleurs également. OK. Bon, est-ce que tu as un coup de gueule, un coup de cœur à passer? Ben, un coup de gueule, un coup de cœur, moi je dirais, c'est plus, heu, le disons que dans le traitement en hypnose, les personnes atteintes de SLA voient régresser tant leur angoisse que leur dépression, et malheureusement, c'est très, très peu pratiqué, utilisé pour ces malades de la SLA. Alors, il faut savoir qu'immédiatement après une séance d'hypnothérapie, le client, le patient montre des signes d'amélioration dans les symptômes physiques secondaires observés comme la douleur justement ou une dégénérescence fonctionnelle ralentie. Alors donc, moi ce que je voudrais, c'est qu'on en parle beaucoup plus. C'est d'ailleurs pour ça que je vais à la manifestation de l'OEAC pour en parler, faire des conférences, et pas tout seul, je suis avec des médecins. On vient informer le public sur les capacités, sur les solutions qu'on peut leur apporter pour aller mieux. Parce que ce n'est pas forcément que l'hypnose, disons, que la médecine allopathique. Il y a plein de méthodes psychologiques, il y a plein de techniques non invasives, comme l'hypnose justement, pour permettre d'aller mieux. Alors tout à l'heure, tu disais que malheureusement, il y avait beaucoup d'hypnothérapeutes qui se lançaient, pas forcément avec les bonnes formations. Comment on peut s'assurer que notre Bah, interlocuteur, il est de qualité? Est-ce qu'il a été formé par toi? en tout cas, ceux qui ont été formés par moi, j'avais monté une école, l'école centrale d'hypnose qu'on a fermée récemment, mais pendant des années, où là, on formait à des hypnoses. Une formation, c'était 320 heures en présentiel, étalée en 10 fois 4 jours, hein, et plus des soirées d'entraînement, plus 200 heures de e-learning, donc pour toute la partie théorie, et plus une centaine d'heures de psychopathologie. Et j'estime que c'était un minimum. Donc, aujourd'hui, toute formation, quelqu'un qui vous dit ben, j'ai été formé, j'ai fait une formation accélérée en 6 mois. Ah oui?
Eh bien, est-ce que vous iriez chez votre dentiste qui vous dirait: «J'ai fait une formation accélérée en 6 mois»? Non, pas vraiment. Non. Ou chez le chirurgien qui vous dirait même: «J'ai fait une formation accélérée en 1 an». Non, 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 pas du tout, merci, hein. Un chirurgien, c'est 10 ans. OK? Eh bien, l'hypnothérapie, c'est pareil. Donc il faut se renseigner quelle est la formation de l'hypnothérapeute. Et attention, hein, je vois même certains DU d'hypnose, ils ont de DU que le nom, hein. Je ne vais pas donner le nom d'un DU qui est dans la région de l'Ouest, où on a 72 heures de formation en visio et 16 heures en présentiel. Et on a un DU d'hypnose. J'appelle ça de l'escroquerie. Je n'ai pas honte de le dire. C'est de l'arnaque. Hein. OK, bah, maintenant on va attaquer la dernière partie de l'émission, le Oui, week-end du 28 et 29 juin 2025. oui. Allez, juste avant d'en parler, comment tu l'as vu évoluer, ce week-end qui existe depuis, 2007, c'est ça? C'est 2007, oui, voilà, enfin 2008. On a 2008? vu évoluer. On a commencé petit, bien entendu, avec, 1 millier de personnes, à peine qui venaient la première fois puisque, on n'avait pas beaucoup de pubs et puis les gens ont commencé à en parler et il faut dire aussi que cette foutue maladie, elle a évolué, dans le mauvais sens. On a de plus en plus de malades de la SLA. Pourquoi et comment? Mystère et boule de gomme, je ne m'aventurerai pas à dire pourquoi. Je risquerais de me tromper, ou de ne pas dire vraiment la vérité. Mais si bien qu'on a eu de plus en plus de malades, et puis les informations qu'on a apportées, parce que vous avez par exemple le docteur Nadine Le Forestier, qui a suivi Christian tout au long de sa maladie, eh bien, quand elle vient tous les ans, elle vient, elle était à Paris, elle venait de la Salpêtrière pour parler de la SLA, des avancées, des techniques pour s'en soigner. Elle fait une conférence le samedi aussi bien que le dimanche, et moi aussi je fais à ce moment-là aussi une conférence d'1 heure, 1 h 30, avec des démonstrations où on montre comment ça fonctionne, etc. Et elle habite maintenant à Montpellier, mais elle vient encore exprès, elle fait le voyage de Montpellier pour venir à l'OEAC expliquer aux malades et aux familles des malades les avancées de la science dans ce domaine et des neurosciences. Et justement, puisqu'on parle de ça, eh bien, on a également le docteur Pierre-François Prada, qui vient de la Salpêtrière et qui est un grand professeur neurologue expert en neurosciences, et qui vient, alors si bien que, qui vient en parler, et que ce soit le docteur Nadine Forestier ou le docteur Pierre-François Prada ou moi-même, nous sommes pendant les 2 jours à disposition totale des malades, de leurs familles, qui peuvent venir nous poser les questions, parce qu'il n'y a pas que les conférences qui durent 1 heure chacune qui comptent. Il y a aussi tout l'entretien, les entretiens qu'on peut avoir avec les malades et avec leurs familles. Moi, justement, il y a une conférence que je donne justement spécialement aux familles, parce que les gens ne savent pas parler aux malades. Un malade, j'ai dit tout à l'heure, une douleur, c'est psycho-socio-émotionnel. Si tu as quelqu'un qui vient, tu es malade et qui vient te dire: «Alors mon pauvre vieux, tu souffres pas trop?» Eh ben, tu souffrais déjà un petit peu, mais comme il a ajouté trop, tu as encore plus mal, tu vois? Alors il y a tout un langage à avoir avec les malades et avec les familles de malades, et ça, je le renseigne aussi dans ces 2 jours. Comment parler à un malade? Des choses à ne jamais dire, et parce qu'il faut savoir que toute négation, c'est négatif, mais de A à Z. Un enfant de 3 ans, tu lui dis quelque chose de négatif, il ne retient que le négatif. Mais de même, si moi je te dis ne pense surtout pas à une Ferrari rouge, eh ben, tu n'y pensais pas avant, tu y penses maintenant. Pourtant, je t'ai dit de pas y penser, tu vois. Et tu as plein de parents, fais pas ci, fais pas ça. Jacques Dutronc, on avait fait une chanson qui n'a pas été prise au niveau où on aurait aimé qu'elle soit. Parce que fais pas ci, fais pas ça, touche pas à ci, touche pas à ça, c'est malheureusement l'essentiel des parents français qui parlent comme ça à leurs gosses. Il faut savoir qu'un enfant, si tu lui dis: «Mets pas tes doigts dans la prise de courant», tiens, il a compris qu'il fallait les mettre. Après, maman va le punir, elle va lui donner une claque parce qu'il les a mis. Eh bien, maman est méchante parce qu'elle lui a dit de faire quelque chose, il l'a fait et en plus, il est puni. Il faut savoir que dans notre inconscient, la grammaire, enfin, un enfant, la grammaire, il l'apprend à quel âge? À 7 ans. 6 ans et demi, 7 ans. C'est tout. À la maternelle, il n'apprend pas la grammaire. Donc, le futur, le présent, l'imparfait, le passé, etc., il va commencer à 7 ans à apprendre ça. Il
faut savoir qu'il a été induit dans le négatif jusqu'à 7 ans. Moi, j'ai un jour, sur le quai de la gare Montparnasse, il y a une bonne femme, il y avait un petit gosse qui criait, qui avait envie de faire pipi sans doute, et puis sa maman qui criait encore plus fort, elle dit « À terre, t'as tout vu, etc. » Et puis chez mamie, il partait en voyage, chez mamie, t'as intérêt à être sage, et ne pense surtout pas à faire comme ce petit imbécile de Jérémie. Ah, moi, je regarde la bonne femme, je fais « Merci maman, avant que tu me le dises, j'y avais pas pensé. » Elle m'a dit « Toi, ta gueule, elle avait raison, je n'avais pas à m'en mêler, mais ça m'énerve d'entendre une bonne femme qui dit à son gosse ce à quoi il ne faut pas penser. » Il y a des milliers de choses auxquelles il ne faut pas penser. Donc, elle ne lui en parle pas. Donc les 28 et 29 juin, c'est ce type de conférence que Oui. tu vas faire? Il y a ça, et puis également sur la douleur et plein d'autres choses. Et on est là aussi pour répondre aux questions des gens. Donc, les conférences, elles sont orientées aussi beaucoup en fonction des questions des personnes, des malades présents, et en fonction des familles de malades également. Il y a une Quand manière de parler. quand tu vas, sur ces événements, tu profites un peu des activités, la montgolfière, les tours en voiture, Je tu n'ai pas le non? temps. Tu as pas le J'ai pas temps? le temps. J'ai pas le temps. Je suis à la disposition du matin au soir, à la disposition des malades et des gens présents. Ah, j'ai pas le temps. OK, bon, on a fait le tour, je crois, Dany, on a tout dit. Tu voulais Ouais. faire un autre, une autre, apport, avant de se quitter? Non, ben, je vais simplement en résumer en disant que, comme je l'ai écrit dans une ancienne publication qui date de 1973, hein, l'auto-hypnose consiste à se détacher de son environnement conscient pour ouvrir le champ de l'inconscient pour lequel tout est possible. En hypnose, enfin, si vous voulez, l'hypnose, c'est un état élargi de la conscience permettant une plus grande suggestibilité dans le but de favoriser des changements physiques, psychiques, moraux, mentaux, intellectuels, affectifs, sexuels, sentimentaux, professionnels, comportementaux et même neurobiologiques. Alors, je ne vais pas dire que c'est le médicament à toutes les maladies, mais il y contribue. Alors moi, je sais que 50 ans après avoir dit ça, eh ben, j'avoue ne pas ressentir le besoin de changer cette définition d'un iota. Je vous la livre donc telle qu'elle aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, venez avec nous les samedis et dimanches, dernier week-end de juin, pour en apprendre plus et éventuellement pour participer avec moi à des expériences d'hypnose. Tout le monde, il y a une expérience que je fais en collectif, tout le monde peut y participer. J'hypnotise tout le monde, tous ceux qui veulent, sans aucune exception, puisque tout le Mmh. monde est hypnotisable, il suffit Tout le d'avoir monde un cerveau. était inhypnisable même si on veut pas? Ah oui, même plus facilement d'ailleurs quand on ne veut pas. Ah! Parce qu'il y a des techniques qu'on appelle des biais cognitifs qui permettent d'hypnotiser qui on veut, quand on veut, comme on veut, de faire voter qui on veut, comme on veut, quand on veut aussi. Oh, je n'aurais pas dû dire ça. Bon, bah, écoute, la curiosité est quand même aiguisée là, hein. Et écoute, je viendrai te voir le 28 et 29 juin, avec plaisir. Ah ben, c'est avec plaisir et dont on aura l'occasion de parler. Et vraiment, parce que j'ai bien sympathisé là ce soir. Et j'espère que tous les auditeurs en profitent aussi. Merci à toi, Dany, à bientôt. Eh bien, à bientôt. Merci. À très bientôt.